Le président, lui, n'a pas d'appétence pour la pierre et Oui. pour l'immobilier. Il est dit que c'est la fin de la défiscalisation dans le neuf. Moi, je pense qu'il y a une erreur assez stratégique. Ce qui serait le plus probable, c'est que le Pinel soit reconduit sur les bases préférentielles qu'on avait encore il y a 3 ans, c'est-à-dire 2% du montant du prix du bien chaque année en économie d'impôt. C'était avantageux parce que tu économisais de l'impôt tout en faisant de l'investissement locatif. Je pense qu'aujourd'hui, tu as des millions de personnes qui vivent ou qui sont propriétaires ou locataires d'un logement qui a été en partie acheté par quelqu'un qui souhaitait faire de l'économie d'impôt. Quand tu regardes derrière les recettes, quand engrange l'État sur la longue durée par rapport au cadeau fiscal qu'il fait, il est gagnant dans la longue durée. Et à un moment, être visionnaire pour ton pays, pour ton entreprise, c'est aussi voir loin. Quand bien même il ne remplacerait pas le Pinel, ou il ne le renouvellerait pas, tu peux être sûr que ça reviendra. Ils vont se dire mais quelle bêtise on a fait. Et à chaque fois ça a été le cas. Hello Émeric. Hello Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel on va traiter de plein de sujets d'actu Ouais. dans l'immobilier. Il y en a beaucoup. On va faire un petit point sur la conjoncture du marché dans l'immobilier, notamment le neuf, mais on va essayer de parler de tout. Il y a beaucoup de sujets en discussion. Avec cette dissolution, ce nouveau gouvernement, les sujets à n'en plus finir sur dans quelle direction on va aller. Donc, je pense que ça va être un épisode assez riche pour que les gens qui nous écoutent, soit pour l'achat de leur résidence principale ou les investisseurs, puissent un peu voir ce qui se trame dans les couloirs de Bercy et ce qui est en discussion. Est-ce que ça te va ? Bah écoute, ça me va très bien. Nickel. Eh bien, merci de te prêter encore à l'exercice, de nous partager ton expertise sur le sujet. Merci de me recevoir. La première fois que je t'ai reçu, il y a un an, Oui. on parlait de ce marché de l'immobilier neuf qui était en crise suite à la remontée des taux. Bien sûr. Et moi, je suis surprise qu'un an après, on ne soit pas du tout sorti du marasme. Alors, pas totalement sorti du marasme, mais quand même, il y a eu une accélération des ventes de logements neufs depuis début d'année 2024. Parce qu'il y a eu quand même des annonces qui ont été faites, notamment sur l'accroissement des conditions d'éligibilité au prêt à taux zéro, donc, et l'élargissement des villes éligibles. Donc, les promoteurs ont quand même retrouvé du flux de clients. Oui. Et puis surtout, il y a eu des baisses de prix qui se sont amorcées. Donc, on a conjugué un marché où, effectivement, prêt à taux zéro, plus fort, plus important, qui touche plus de gens, et baisse de prix des promoteurs. Donc, on a quand même une accélération des réservations, mais on est encore dans un marasme, effectivement, en termes de volume de vente par rapport aux grandes années. Voilà. Mais le marché immobilier, au global, et comme celui-là, les promoteurs n'y échappent pas. Mais c'est vrai qu'ils ont cette capacité, pour certains, à faire baisser les prix pour accélérer les ventes et déstocker. Donc, effectivement, c'est ce qu'on fait, nous, à travers notre activité. Alors, tu parles de baisse de prix, mais elles vont se ressentir un petit peu pour les acquéreurs parce que c'est fait sous forme de remise un peu ingénieuse, etc. C'est ça. Mais en réalité, il y a, depuis 2022, le nombre de projets mis en commercialisation a été divisé par 2. Oui. Et les prix n'ont pas beaucoup baissé. Alors, si quand même, parce que, alors, tu sais, au sein de Papillon, nous, on est avec 150 promoteurs en mandat direct. Donc, on a quand même une vue extrêmement large du marché et on a accès au stock en temps réel. Donc, nous, les baisses de prix, on les connaît. C'est-à-dire qu'il y a des projets qu'on a proposés il y a 1 an et demi à un certain prix. On retrouve aujourd'hui des prix qui n'ont rien à voir, où tu as 10-15% de remise par rapport à ce qui était affiché il y a encore 1 an. Donc, ça baisse. Après, quand tu n'as pas une visibilité globale du marché, c'est plus compliqué. Nous, on l'a parce qu'effectivement, tous les jours, on regarde le stock. Tous les jours, on analyse les prix des promoteurs. Donc, effectivement, aujourd'hui, si tu n'es pas capable de faire baisser tes prix, tu ne vends pas. Et donc, les promoteurs le font. Pas tous, mais certains. Parce qu'il faut comprendre, et moi, franchement, il y a 1 an, je n'ai pas compris l'ampleur de la catastrophe. Parce que... Il y a eu l'augmentation des taux, il y a vraiment une baisse des achats, des volumes de vente. Et en fait, même en ayant divisé en 2 ans par 2 les projets mis en commercialisation,
en préparant cet épisode, je me renseignais, les délais de commercialisation ont quand même été multipliés par 2 à 2,5. On est passé de moins d'1 an à quasiment 2 ans. Oui. Donc, malgré la baisse du stock, entre guillemets, Oui. en fait, les délais de commercialisation sont toujours importants. Donc, et c'est là où, effectivement, tu as des promoteurs qui vont forcément arriver avec le dernier levier qu'ils ont envie d'actionner, c'est celui du prix. Donc, effectivement, on le faisait déjà avec des remises ingénieuses, on offre les frais de notaire, on offre le mobilier, on offre la cuisine, on baisse la TVA, on offre la TVA ou je ne sais quoi aux caisses. Et donc là, tu te dis... en vrai, peut-être pas sur tous les projets, mais en vrai, les promoteurs vont même un petit peu plus loin et acceptent des négociations un peu plus importantes. Alors, nous, quand tu m'as reçu l'année dernière, on l'avait senti arriver la crise depuis longtemps. La hausse des taux, elle était très violente. Ouais. Nous, aujourd'hui, on est presque à une vente d'un appartement par jour en termes de volume. Donc, nous, la crise, on ne la ressent pas, on ne la voit pas, puisque nous, on a accès à 150 promoteurs, donc on peut vendre partout. Le promoteur qui est seul avec son stock unique, effectivement, c'est plus difficile pour lui parce qu'il a moins de flux entrants. Nous, on en a, et vraiment, les sons de cloche de tous les promoteurs avec lesquels on travaille, c'est quand même, il y a un regain d'attractivité. Il y a un regain. Sur le volume de biens à la vente, oui, ça a considérablement baissé. Ouais. Mais aujourd'hui, les promoteurs font beaucoup plus attention aux fonciers qu'ils achètent. Avant, c'était un peu, j'achète du foncier partout, tout se vend. Aujourd'hui, non, je vais plutôt aller sélectionner du foncier premium, proche du centre-ville, et je vais éviter d'aller m'éloigner où je ne vais pas trouver preneur derrière en termes d'acquéreurs. Donc, je pense quand même que tu as un regain assez fort des volumes de vente. Il y a toujours du stock disponible, et en plus, tu es sur des dates de livraison aujourd'hui qui peuvent être extrêmement rapides. C'est-à-dire qu'avant moi, il y a 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, on vendait un projet, c'était 2 ans. Ouais. Mais c'était 1 an et demi, 2 ans minimum. Aujourd'hui, on vend des projets, c'est livré dans 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc ça, en plus, et c'est pas des queues de lot. Et c'est pas des... Ah bah non, c'est pas des queues de programme, c'est des choses qui ne se sont pas vendues parce qu'ils étaient affichés à 280. Ils étaient livrés dans 1 an. Aujourd'hui, ils sont à 260, 250. Ils sont livrés dans 3 mois. Donc évidemment, tu as de l'attractivité. Et puis, ce que je te disais tout à l'heure, le prêt à taux zéro est vraiment beaucoup plus intéressant aujourd'hui. Quand tu achètes avec un PTZ, que tu as la moitié de ton bien, parce que tu parles jusqu'à la moitié du bien financé à taux zéro, ça veut dire que tu divises ton taux d'intérêt par 2. Tu as 4% sur ton prêt principal, tu as 0% sur ton PTZ. Donc, tu achètes un bien avec un taux moyen à 2%. Et en plus, souvent, tu peux avoir des prêts complémentaires, style le prêt passe, le 1% patronal, etc., qui vont te faire baisser finalement ta mensualité de crédit et te rendre beaucoup plus finançable. Je sais qu'on a discuté tous les deux, il y a beaucoup d'aides à l'achat sur le neuf et je suis sûre qu'on va faire un autre épisode là-dessus parce qu'il y en a tellement que, à mon avis, on va faire un épisode là-dessus. Là, l'idée, c'est vraiment, il y a une actualité chaude sur la rentrée avec ce nouveau gouvernement. Nouveau ministre aussi du logement. Ouais, tu penses que le gouvernement avait espéré que les prix du neuf baissent plus, tu vois, parce que on est en déficit de construction de logements en France. Complètement. Et sans les aides, il y aurait beaucoup moins de neufs vendus, donc de neufs construits, parce que le neuf est cher. Alors, le neuf est cher parce qu'il est quali. Oui. Mais est-ce que tu penses que le gouvernement avait espéré que la crise casse les prix, quitte à sacrifier la filière, faut qu'on se le dise. Est-ce que tu penses que c'était leur espoir en direct? Alors, plusieurs choses. Le gouvernement, on va dire, d'abord le président, lui n'a pas d'appétence pour la pierre et pour l'immobilier. Parce que pour lui, l'argent investi dans l'immobilier ne profite pas à l'économie réelle. Il préfère que ça soit mis dans les entreprises, en bourse, etc. La première des choses. Et puis, il espère que les gens puissent être extrêmement mobiles et du coup préfère qu'il y ait des locataires un petit peu partout, qu'il y ait des gens qui soient propriétaires. Et pour qu'il y ait des locataires, il faut des propriétaires bailleurs. Et il faut construire des biens. Bon, je pense qu'il y a une erreur assez stratégique. Et d'ailleurs, je pense que le dérapage budgétaire que l'on voit aussi aujourd'hui, il est aussi lié à l'absence de soutien à la filière parce que construire du logement, produire du logement, on en parlait, 100 000 logements neufs vendus chaque année. Les logements neufs, ils sont à 80% vendus avec un taux de TVA à 20%. Oui. Donc, en termes de recettes, pour l'État, c'est très important. Et puis toi, en tant que particulier, quand tu achètes un bien avec 20% de TVA sur des montants à 200 000, 250 000, 300 000,
n'as pas moyen, comme une entreprise, de, comment dirais-je, récupérer, en tous les cas, d'équilibrer avec la TVA que toi, tu as dépensée. Donc, c'est net pour l'État. Donc, il y a une erreur un petit peu stratégique. Maintenant, et ça fait quand même plus d'1 an, on se retrouve face à un mur parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu veux te loger dans les grandes métropoles. C'est extrêmement compliqué de trouver un logement. Tu mets un appartement quali en ligne, que ce soit à Paris, à Lyon, à Lille, tu vas avoir 70, 80, 100 demandes dans le week-end. Et donc, effectivement, tu as plein de gens pour qui c'est très difficile de trouver un logement. Et vu que tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas forcément beaucoup de mise en chantier, il n'y a aucune raison que dans les années à venir, ça ne soit pas pire. Donc, à un moment, il va falloir quand même soutenir la filière. Surtout, c'est une filière qui, quand tu regardes, j'ai regardé en 2022 les recettes fiscales apportées par le logement. On était autour des 90 milliards de recettes fiscales en dépenses, en tenant compte des APL, Pinel, dépenses Pinel, APL, etc., 38 milliards. Donc, tu avais une balance qui était extrêmement positive sur le logement. Donc, je pense qu'on paye un peu une erreur stratégique. Et ça arrive, quand on fait de la politique, on peut aussi se tromper, si tu veux. Tu vois. Donc là, effectivement, il y a un retour en arrière tout, en disant non, mais là, il faut retrouver des aides pour la filière. Donc effectivement, on revient sur ce que je te disais tout à l'heure. En juillet, par exemple, on a élargi encore plus qu'avant les zones éligibles au PTZ. Et on va pouvoir rebondir sur les dernières annonces du gouvernement, mais qui est priorité logement. Parce que priorité logement, ça veut dire priorité déjà pour les gens de pouvoir se loger. Ça veut dire comment dirais-je, des recettes pour l'État, parce que le logement, dans le futur, quand tu vois le montant de la taxe foncière que tu payes, plus tu construis de logements, plus tu as de propriétaires, plus l'État va encaisser des recettes fiscales, donc dans les années à venir. Et puis surtout, tu réponds à un besoin qui est essentiel. Je veux dire, l'alimentation, le logement, c'est essentiel. Donc, les annonces vont en ce sens-là aujourd'hui, tu vois. Au-delà des aides, si tu veux vraiment faire baisser le prix aujourd'hui de l'immobilier neuf, tu as le levier de la TVA qui est en discussion, mais je n'arrive pas à savoir si c'est un vrai sujet ou si c'est un loup de mer, mais en fait, ça ne se fera jamais. C'est des arbitrages parce qu'en fait, tu veux soutenir le logement, mais si tu fais baisser la TVA, c'est une absence de recettes fiscales pour l'État qui est très, très importante parce que 10% sur un bien immobilier à 200 000 euros, en termes de c'est très court-termiste. Parce que ça serait court-termiste. Voilà. On sait très bien que c'est ce qui s'est passé. Il y a eu les mêmes débats sur la fiscalité des entreprises. Est-ce qu'on baisse ou pas? Donc la question est toujours la même. C'est si tu baisses l'imposition, mais sur un panier qui est beaucoup plus large, eh bien l'État peut finalement être beaucoup plus gagnant que si tu veux taxer plus un panier qui est petit et qui en ce moment se réduit comme peau de chagrin. Oui, alors je pense que, tu vois, quand tu parles de recettes fiscales et qu'on parle de 92 milliards, plus tu vas construire de logements, plus tes recettes fiscales, elles vont augmenter. Et ça, c'est très important. Et donc, un gouvernement, il doit anticiper pour les générations futures. Donc, ça veut dire du logement pour tous de qualité. Je ne te parle même pas du parc immobilier qui est vieillissant, parce que ça, effectivement, on ne s'en rend pas compte, mais un immeuble qui a 100 ans, 120 ans, 130 ans, il est forcément plus aux normes, mais parfois, il y a même des risques en termes de sécurité si les travaux n'ont pas été faits. Donc, il faut aussi renouveler le parc de logements. Donc, si tu anticipes, et moi, je pense qu'il faut avoir une vision long-termiste sur le logement, c'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce que je fais pour soutenir la production de logements pour qu'effectivement, demain, si je raisonne en recettes fiscales, j'ai des recettes fiscales qui soient de plus en plus importantes. Au plus fort des volumes de vente du neuf, on était à 120 000 logements neufs construits chaque année. Je parle pour les particuliers, que ce soit les investisseurs qui achetaient du Pinel ou les gens qui achetaient leur résidence principale. On a divisé par 2 ces volumes-là. Pour ces volumes de vente-là, ça veut dire que demain, c'est 2 fois moins de logements qui vont être sur le marché. Donc, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir inverser la tendance? Déjà, tu as la baisse des taux qui arrive. Ça y est, on constate. Moi, ce matin, j'ai eu une offre pour des clients qui investissent 3,25 sur 25 ans. 1 an en arrière, au moment où on enregistre. Pour l'investissement. Oui, pour de l'investissement. 1 an en arrière, sur notre discussion, on était sur des taux à 4,25, 4,50. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on a quand même gagné 1 point, ce qui est énorme. Donc, là, tu conjugues ça avec, pour les acquéreurs en résidence principale, un PTZ plus fort, plus élargi. Tu vas retrouver naturellement de l'attractivité. Tu vois. Donc, effectivement, les volumes de vente ne peuvent que progresser. Le sujet de l'État, je pense, c'est qu'est-ce qu'on fait pour demain permettre aux promoteurs de libérer du foncier, d'acheter du foncier. Donc,
Donc, il y a plein de... Il faut envoyer des signaux forts parce que pour que toute une industrie se remette à investir, alors qu'ils viennent de connaître 2 ans désastreuses, il faut effectivement envoyer un signal fort. Ah. Et cette histoire de TVA, est-ce que pour toi, elle a des chances d'aboutir ou on en est encore un peu loin quand même? Moi, je pense qu'on est encore un petit peu loin, sachant qu'en plus des TVA, la TVA préférentielle dans neuf, tu en as déjà sous conditions de ressources, etc. C'est extrêmement compliqué. Ce sont des arbitrages à faire. Là, dans les dernières actualités, tu as eu plusieurs choses qui se sont dites. Donc là, il n'y a rien encore de figé. Mais ce vers quoi on tend, c'est effectivement réintégrer le PTZ. On l'avait déjà élargi, mais sur encore plus de villes. Oui. Genre, limite, tu achètes du neuf partout en France, tu as le droit au Prato zéro. Donc déjà, tu vas encore booster les ventes et puis permettre à des gens d'acheter avec des conditions préférentielles. Ça, c'est la première des choses. La maison neuve avait été sortie de l'éligibilité au Prato zéro. Oui. Donc autant te dire que pour les constructeurs de maisons individuelles, ça a été une catastrophe et ça va perdurer parce qu'aujourd'hui, ce qui se dit, c'est qu'on va remettre le Prato zéro pour ceux qui achètent leur maison neuve, mais uniquement sur des maisons au sein d'un lotissement. D'accord, ça c'est important. Effectivement, tu peux soit acheter ta maison sur un terrain, tu t'achètes un terrain à bâtir et tu fais construire, là tu n'as pas le droit au Prato zéro. Tu as un lotissement de maison un peu à l'américaine neuve, ben là tu as le droit au Prato zéro là-dessus. Donc ça aussi, ça peut redynamiser. Effectivement, disons-le, hein, c'est 10% de... entre 10 et... Alors c'est 10% aujourd'hui, effectivement. Des maisons individuelles. Des maisons individuelles, évidemment, c'est 10%. Sauf qu'effectivement, si tu donnes des aides préférentielles, les promoteurs vont se mettre de plus en plus peut-être à faire aussi des lotissements. Le sujet de ça, d'ailleurs, il faut le dire, pourquoi on a enlevé le PTZ pour la construction de maisons individuelles avec terrain et tu fais construire ta maison, c'est par rapport à l'artificialisation des sols. Voilà, parce qu'on a des objectifs 2050, effectivement, de moins artificialiser les sols. Et donc, quand tu achètes un lotissement, l'emprise, c'est les petits jardins de 150-200 mètres carrés, c'est pas 800 mètres carrés et une maison seule individuelle. Donc, tu as ça qui est fait. Là, on parle, ça reste encore à voir, d'exonération des droits de succession pour tous ceux qui achètent un logement neuf aujourd'hui. Donc, en gros, tu veux transmettre un logement neuf, enfin, tu vas transmettre un logement qui sera plus neuf quand tu le transmettras en succession, effectivement. Bon, bah, il faut clarifier ça parce qu'on on vient d'en discuter et moi, je n'avais pas du tout compris le mécanisme. Ouais. Alors, je pensais que c'était... tu es dans une succession et sous réserve d'acheter du neuf, tu bénéficies d'une exonération sur une succession en cours. Ah non, voilà. non, c'est une exonération en fait, c'est un peu comme d'autres mécanismes qu'on pourrait avoir où, par exemple, tu revends ta start-up, si tu réutilises les fonds, tu les réinjectes dans l'économie et que c'est sous certaines réserves, tu bénéficies d'exonération d'impôts. Oui. Et donc là, je pensais que c'était à peu près la même chose. Pas du tout, en fait, tu achètes un bien aujourd'hui et tu sais que tu vas avoir une exonération de droit de succession dans une certaine limite. Tout ça est encore assez flou. C'est encore à décider, mais on commence le jour où tu meurs. Le jour où tu meurs. Alors, oui. Donc, effectivement. Mais tu sais, quand tu construis ton patrimoine, je ne parle pas forcément d'acheter ta résidence principale, mais quand tu construis ton patrimoine, il y a quand même l'idée, si tu as des enfants, qu'un jour, ils en hériteront. Et donc, effectivement, s'ils peuvent en hériter sans avoir à payer des droits de succession trop importants, ce n'est pas inintéressant. À l'heure actuelle, les droits de succession, en gros, de 8 000 à 500 000 euros, c'est 20%. De 500 000 à 900 000, c'est 30%. En gros, mes enfants héritent de 500 000 euros, il y a 20%. Ils héritent de 900 000 euros, il y a 30%. Après, il y a des abattements, il y a plein de choses comme ça. Il y a beaucoup déjà d'abattements. Il y a l'abattement de 100 000 euros tous les 15 ans déjà que tu peux faire. Mais moi, je me dis, tu vois, c'est vraiment la mesure en trompe-l'œil parce que déjà, ça concerne que les gens qui achètent dans l'optique de transmettre, donc ils sont plutôt dans le j'achète juste et je ne jusqu'à ma mort quoi. Donc soit c'est ma résidence principale, soit c'est un investissement que je vais garder. Donc c'est quand même une infime proportion des acheteurs qui sont dans cette logique-là. Alors Delphine, tu dis que c'est une infime. Non, pas forcément. Je vais te donner un exemple. Tu investis, tu as 40 ans. Tu achètes. Alors aujourd'hui, tu te dis tiens, j'ai une exonération des droits de succession pour mes héritiers sur mon patrimoine immobilier, en tous les cas sur ce que je vais acheter aujourd'hui. J'investis sur 20 ans. Donc j'emprunte sur 20 ans, j'ai 40 ans, j'arrive à 60 ans, je fais en sorte que ce logement neuf dans lequel j'investis, il m'apporte des revenus locatifs pour ma retraite. Jusque-là, tu me suis. 60. Je décède à 80 ans, donc l'appartement dans lequel j'ai investi m'a apporté des revenus locatifs. À 80 ans, j'ai la succession.
eh bien, au lieu que mes enfants payent 20% de droits de succession sur cet appartement-là, admettons, tu vois, eh ben, ils paieront zéro. Bah, c'est un gain. Oui, je serais curieux de Mais, savoir mais, quelle est la proportion de gens qui gardent des biens mais au-delà de 30 Delphine, ans, moi, tu je vois. vais te dire, il y a beaucoup, pas toutes les familles, mais en tout cas les familles qui ont un peu de patrimoine immobilier, enfin, il y a beaucoup d'enfants qui héritent chaque année des biens immobiliers de leurs parents. Donc oui, c'est quelque chose que tu imagines à 40 ans, tu te dis, bon, dans 40 ans, ils hériteront. Voilà. Mais ça figera les choses là-dessus. Donc ça peut être un coup de pouce. Je suis d'accord avec toi que c'est un peu... Si c'était quelque chose qui était dans la continuité, qu'on était certain, que ce n'est pas dans les 12 ou 18 mois, parce que là, on conditionnerait ça à 12-18 mois. Si on était certain qu'à chaque fois qu'on achète un logement neuf, quand mes enfants en héritent, eh bien, ils ont une exonération. Bon, ça stimulerait sur la longue durée. Ça pourrait stimuler Non, mais l'accession sur la longue pour moi, durée. c'est un Mais effet effectivement, d'annonce qui a peu de chances d'aboutir à un vrai résultat. C'est dans longtemps, oui. c'est complètement non mesurable. Alors, c'est non mesurable. L'impact L'État est se dit surtout que, en fait, bon, bah, c'est une économie, une perte, en tout cas, une perte une pour le perte fiscale, futur. mais qui sera dans 30-40 ans, et donc je m'en fiche un peu, si tu veux, tu vois. Bon, Mais finalement, le mais consommateur, monsieur et madame tout le monde, ils se disent ça aussi. Il peut y avoir cet effet de... là, on parle d'un gain hypothétique dans 20, 30, 40 ans, si j'ai pas revendu le bien avant, si ouais, on s'est pas séparés, etc. Et oui, mais du coup, ça éloigne aussi la valeur perçue par la personne qui achète. alors en fait, ça dépend, Delphine, de ton âge. Admettons Tout que à tu, fait, ça, on est voilà, totalement d'accord. tu as 60 ans, tu te dis, bon, moi j'ai envie d'acheter, j'ai du capital, j'ai envie d'acheter de la pierre pour générer des revenus locatifs. J'achète un logement neuf parce qu'effectivement, Hmm. je veux pas m'embêter avec des travaux de copro sur la longue durée. Je veux que ça se loue facilement. Je me dis, j'ai 60 ans, 65 ans, je mets 250 000 euros dans un logement, j'ai des revenus locatifs. Bon, bah dans 20 ans, mes enfants en hériteront. 20, 25 ans, ils en hériteront. Tu vois. Bon, voilà, tu peux avoir ce genre de stratégie-là. C'est plus compliqué pour toi parce que tu es jeune. Moi, je suis ni jeune ni vieux. Je me projette pas encore là-dessus, mais il y a plein de gens qui sont très sensibles à ça. Ça, faut avoir quand même ça en tête. Et donc, il y a des gens qui ont du capital, du cash, et donc ça peut restimuler un petit peu les ventes. Mais oui, c'est un peu un effet d'annonce, surtout qu'on ne sait pas encore exactement. Là, on Ouais. enregistre, on est le 4 octobre. Bon, on verra, ça se trouve, les choses auront bougé d'ici un mois et demi, 2 mois. Mais en tous les cas, c'est ce vers quoi on tend aujourd'hui, tu vois. Tu vois, si tu veux répondre aux besoins de la construction de logement et relancer la filière, c'est clair que ça suffira, ça Ça suffira pas. suffira pas. Surtout que là, tu es à la fin du Pinel qui est annoncé. On Ouais. est. Oh, belle transition, j'allais la faire. Ah bah, écoute, oui. Bah, je la fais parce qu'effectivement, le Pinel s'arrête en fin d'année. Pour Ouais. l'instant, on ne lui connaît pas de successeur. En tous Ouais. les cas, il est dit que c'est la fin de la défiscalisation dans le neuf. Donc après 30 ans de défiscalisation Ouais. quand même. Hein, Toi début qui es dans 80. la probabilité que ce soit reconduit, tu te l'estimes à combien? Parce que moi, je trouve ça, on est à 2 mois et demi de la fin de l'année. Je trouve ça hyper short pour annoncer une reconduction. Alors, encore moins un nouveau dispositif, j'y crois pas. Alors, oui. Euh, Alors, après, tu sais, là, les choses peuvent aller très vite dans ce genre de décision, que ça peut aller quand même extrêmement vite. pour une reconduction. Ouais, ce qui serait le plus probable, c'est que le Pinel soit reconduit. Mais encore une fois, hein, c'est très hypothétique ce que je te dis. Serait reconduit, mais sur les bases préférentielles qu'on avait encore il y a 3 ans, c'est-à-dire 2% du montant du prix du bien chaque année en économie d'impôt. En gros, tu achètes un appartement 300 000 euros, tu as 21% du montant du prix du bien en économie d'impôt. Ça fait jusqu'à 63 000 euros, je crois, d'économie d'impôt sur 12 ans. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'était avantageux parce que tu économisais de l'impôt tout en faisant de l'investissement locatif. Mhm. Et c'était, je te l'ai dit tout à l'heure, près de 50 000 logements. Au plus fort, je crois qu'on était allé jusqu'à 60 000 logements chaque année vendus avec des gens qui profitaient du Pinel. Si tu n'as pas ça, alors il se vend du neuf. Nous, on vend du neuf à des investisseurs en LMNP parce qu'effectivement, tu as tous les avantages du neuf et en plus, tu as des prix qui ne sont pas élevés. Mais effectivement, le plus probable, ça serait de reconduire le Pinel pour 1 an ou pour 2 ans. Parce que derrière, pour les gens qui souhaitent défiscaliser, à part le PER et le Girardin, il n'y a rien. Ou alors, tu as la loi Malraux et le monument historique, mais là, on ne s'adresse pas du tout aux gens qui payent entre 4, 5 et jusqu'à 10 000 euros d'impôts. En fait, on est toujours dans la même configuration. Il y a Pinel existe
parce que c'est trop cher d'investir dans le neuf, sauf qu'on a besoin de booster l'activité de construction de logements. Je ne sais logements. pas si c'est parce que c'est trop cher. Je ne dirais pas que c'est parce que c'est trop cher d'investir dans le neuf. Pinel existe pour soutenir la production de logements et donner de l'attractivité sur le neuf. C'est une carotte en disant, tu achètes du neuf, tu veux investir dans l'immobilier plutôt que d'acheter un appartement dans l'ancien à retaper à un propriétaire quelconque. Je préfère que tu l'achètes à un promoteur parce que ça crée du nouveau logement, que l'État prend 20% de TVA. Donc, tu stimules, tu donnes de l'attractivité sur la production de logements neufs. C'est plus ça. Je ne pense pas que ce soit une question pour faire baisser le prix. Ce n'est pas le problème de l'État, le prix du neuf. C'est au promoteur de négocier son foncier au mieux. Non, mais si tu veux qu'il y ait de la demande, si tu veux soutenir la demande de neuf... Il faut des carottes, oui. Il faut des carottes. C'est une carotte fiscale. Voilà. Comme donc, on va avoir des carottes fiscales pour l'emploi, on part toujours du prix. Pour les emplois aidés ou ce genre de choses. S'il n'y a pas de carottes fiscales, il y a plein d'investisseurs qui ne sont pas là. Qui ne sont pas là, ne sont pas au rendez-vous. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que d'abord, ils disent, OK, il y a une pression fiscale. Clairement, quand tu payes des impôts tous les mois, mais même sur des revenus, quand tu payes 7, 8, 10 000 euros d'impôts chaque année, tu tires le trait sur 10 ans, tu as donné 80 000 euros. OK, tu as des écoles, tu as de la sécurité, il y a tout ce que tu veux. Ça pourrait se discuter encore du bon usage de la fiscalité, mais à un moment, tu te dis, qu'est-ce que je fais pour faire baisser cette pression fiscale ? Parce qu'il faut le rappeler, on est le pays où les prélèvements obligatoires sont le plus important de l'OCDE. Donc, c'est... Faut pas me lancer sur le sujet, s'il te plaît. Non, mais c'est extrêmement élevé. Donc, effectivement, tu avais, à travers le Pinel, la possibilité de baisser tes impôts tout en te constituant un patrimoine immobilier. Attention, le Pinel, il a été souvent décrié parce qu'effectivement, les gens cherchaient juste une carotte fiscale, alors que quand on fait un Pinel, c'est avant tout de l'investissement locatif. Donc, ça ne t'exonère pas de chercher le meilleur projet avec une bonne tension locative, de faire appel à un bon promoteur, etc. Donc, les ratés du Pinel sont les ratés de l'investissement locatif tout court, parce que tu as acheté à Maubeuge, parce que tu as acheté à Dijon, au lieu d'acheter dans un endroit qui était plus quali, tu n'as pas su négocier les remises de prix, etc. Donc, et moi, je le vois, c'est-à-dire que je discute avec des gens qui ont fait des investissements locatifs. Effectivement, il y en a qui ont fait des super Pinel, d'autres qui ont fait des mauvais, parce qu'ils ont été mal accompagnés, qu'ils ont voulu faire tout seul, etc. Comme dans l'ancien. Et comme dans l'ancien, tu l'as dit, Delphine, c'est comme dans l'ancien. Donc, Pinel, super dispositif si tu sais bien choisir le projet. S'il est reconduit, tant mieux, parce qu'effectivement, entre la baisse des taux et le Pinel à 2% chaque année du montant du prix du bien en économie d'impôt, tu avais des choses qui étaient vraiment très intéressante. La Cour des comptes dit que la filière est picousée au programme de défiscalisation depuis 30 ans. Ouais, depuis les années 90. Et effectivement, et la filière dit... Sauf d'un côté, on a toutes les normes qui augmentent, ça coûte de plus en plus cher. Bien sûr, vous nous demandez de faire des logements de plus en plus performants. Le foncier coûte assez cher. Donc, effectivement, à un moment, si vous ne donnez pas un peu d'attractivité là-dessus, qu'est-ce qu'on fait ? On va nous demander de construire des super... voilà. C'est comme si toi, demain, tu demandais des super travaux, tu voulais du marbre partout et que tu disais, par contre, à ton entrepreneur, moi, mon budget, c'est 10 000 euros. Non, en fait, à un moment, soit tu veux des logements neufs de qualité, tu mets des normes hyper poussées, ce qui est très bien. On a besoin d'avoir des logements qui consomment moins d'énergie, etc. Ça, c'est une évidence. Donc, continue de donner cette carotte fiscale. Qui résiste aux intempéries. Encore une fois, on construit un immeuble pour 100 ans au moins. Ah oui, voire 150, bien sûr. Tu vois, je voyais encore aux infos il y a quelques jours, Taïwan, un typhon. Alors, on n'est pas un pays à typhon aujourd'hui. On ne sait pas ce que sera le dérèglement climatique dans 50 ou 60 ans. Et donc, on veut des toits qui ne s'envolent pas, des immeubles comme au qui Japon, s'écroulent pas. Les immeubles sont frais pour les secousses. Oui, voilà, tu ne veux pas des immeubles en carton-pâte. Je comprends 1000 fois la volonté. Il y a des tas de pays dans le monde, moi, pour avoir voyagé dans plein d'endroits. C'est vrai que quand il n'y a pas de normes, on voit tout de suite la différence. Mais effectivement, il faut que ça se paye. Et donc, sans les aides, le particulier ne peut pas se payer. Alors, en fait, pas dans les quantités dont l'État a besoin pour renouveler le parc. Voilà, c'est ça, exactement. Pour loger tout le monde. Tu as toujours des investisseurs qui achètent dans le neuf pour des raisons parce qu'il y a une préférence pour le neuf, parce qu'effectivement, tu vas avoir des frais de notaire qui vont être réduits, que tu n'as pas de travaux, tu n'as pas... Tu vois, sur la longue durée... Tu achètes plus cher parce que tu n'as plus quali. Et il y a des gens qui auront toujours les moyens de se payer ça. Mais pas dans les proportions où on a besoin de construire des logements. Ah oui. Pas... En tous les cas, le neuf,
mais je ne vais pas dire que ce n'est pas pour tout le monde parce que ce n'est pas vrai. En tout cas, pour les investis, ce n'est pas vrai aujourd'hui parce qu'il y a tellement de baisses de prix. Il y a eu des baisses de prix qui étaient tellement fortes qu'aujourd'hui, et puis les coûts des travaux qui ont tellement augmenté qu'aujourd'hui, franchement, entre deux biens, moi je compare entre les biens dans l'ancien et les biens dans le neuf, il faut vraiment que le bien dans l'ancien, il soit 40% moins cher, entre guillemets, pour qu'il soit compétitif par rapport à un logement neuf. Quand tu vas cumuler, je pense, pour quelqu'un qui achète un RP, son prêt au zéro, l'absence de travaux, des frais de notaire réduits, voire offerts, accroche-toi, il faut vraiment, et nous, on développe des outils de simulation. Donc, franchement, on est au fait de ces choses-là. Nous, on peut faire des comparaisons dans tous les sens, avec le stock, etc. Et franchement, des fois, on s'amuse à faire l'exercice. Là, on se dit, tiens, sur ce bien à 220 000 euros dans le neuf, pour que j'ai un équivalent, en me disant, il n'y a que 25 000 euros de travaux, ou que 20 000 euros de travaux, il faudrait que j'ai un bien à 145 000 euros dans l'ancien, pour avoir un résultat de mensualité identique. Ce n'est pas la même chose. Donc, le neuf peut s'adresser à tout le monde, à condition que tu aies droit au PTZ. Et pour les investisseurs, effectivement, je te rejoins, le coup de pouce fiscal, il n'est pas neutre. C'est sûr que quand tu as 4 ou 5 000 euros d'économie d'impôt chaque année qui tombent, crédit d'impôt, rappelons-le, ça reste intéressant. D'ailleurs, c'est principalement les investisseurs qui ont déserté. Le neuf, oui, beaucoup plus, tu as raison. 2 fois plus de baisse d'achat chez les investisseurs qu'il y en a eu chez les propriétaires occupants. Oui, et voilà. Parce que le PTZ, lui, a perduré, que l'Opinel a été diminué, et que les investisseurs, à un moment, ils se sont dit, bon, avec des taux à 4,5, trouver du rendement, mais que ce soit sur du neuf comme dans l'ancien, c'était compliqué. Et puis que les promoteurs n'avaient pas encore fait des baisses de prix. Tu as quand même un retour des investisseurs. Nous, on continue d'avoir des investisseurs qui achètent. Mais effectivement, ils achètent, mais toujours sélectif. Mais on est toujours sélectif. C'est notre ADN d'être sélectif. Je ne dis pas ça pour dire on est les meilleurs. Je dis qu'on a toujours été comme ça. On s'est construit comme ça. Voilà. Toi qui travailles, donc sur ton sujet, c'est le neuf. Quelle est ta vision, toi, avec de ton côté à toi du marché, sur les orientations gouvernementales par rapport aux bailleurs privés, aux propriétaires bailleurs? Donc, les petits propriétaires bailleurs, monsieur et madame tout le monde, qui veut juste faire un investissement locatif, un ou deux, pour sa retraite, pour ses enfants, la transmission, etc. Donc, c'est 60% des biens qui sont loués en France qui sont détenus par des petits propriétaires, donc pas par des gros bailleurs, etc. Moi, de mon point de vue, il y a une chasse aux bailleurs privés. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment ceux sur qui on va taper pour aller chercher les impôts. De ton point de vue, tu le vois comment? En fait, qu'est-ce que tu veux pour... Alors, tu vois, tu veux une France... Parce que celui qui achète sa résidence principale, il achète un T2, ça peut devenir un investisseur parce que dans 6 ans plus tard, il le met en location, son bien, ou 10 ans plus tard, etc. Donc, tu vois, il y a aussi beaucoup de gens qui ne l'ont pas fait au départ dans les 60% que tu dis pour investir, mais qui l'ont fait simplement parce qu'ils achetaient leur résidence principale et puis qui se sont dit, bon, je vais le mettre en location, cet appartement-là. La tendance, c'est, tu vois, les bailleurs, parce que quand tu parles de bailleurs, etc., c'est surtout des bailleurs sociaux en réalité quand même, tu vois, qui vont acheter. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une France de propriétaires globalisés ou tu veux une France avec des bailleurs sociaux partout? Je ne pense pas que la tendance s'inverse vraiment parce que même s'il y a une pression fiscale qui s'augmente sur l'immobilier, on le sait à travers la taxe foncière qui augmente, etc., après, rien n'interdit que demain, il y ait des arbitrages et qu'il y ait un retour de la taxe d'habitation, que tu rediminues la taxe foncière. Bon, quand en général, tu augmentes un impôt, c'est rare de le rebaisser derrière. Mais il y aura toujours de la place pour l'investisseur. Parce que qu'est-ce que tu veux faire toi demain? Toi, tu as investi. Tu n'as peut-être pas investi dans le neuf, mais tu as quand même beaucoup investi dans l'immobilier parce que tu sais très bien que pour capitaliser sur le long terme, il n'y a rien de plus fort. Donc, on ne va pas interdire aux gens de continuer d'investir. Et on a beau dire, on voudrait qu'il y ait des grosses foncières qui achètent des logements. Et c'est le cas, comme il y en a qui achètent du logement, etc. Reste que pour le promoteur, quand il vend en bloc, ce qu'on appelle la vente en bloc, c'est-à-dire qu'il vend l'immeuble entier à une foncière ou un bailleur social, il ne s'y retrouve pas du tout en termes de marge. Lui, ce qu'il préfère, c'est vendre au détail parce que c'est là où il va mieux marcher. Demain, tu as une foncière qui arrive, elle dit, je vous achète tout, mais vous me faites 30 000 euros de remise sur la globalité. Bon, je préfère donner 10% à des particuliers qui achètent que 30% à une grosse structure qui va me racheter l'intégralité de l'immeuble. Donc, il y a toujours de la place pour l'investisseur. Il n'y aura pas de disparition du propriétaire bailleur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut trouver de l'argent. Oui. Et on hésite
à juste titre, à aller en chercher du côté des entreprises. Oui. On hésite, à juste titre, à aller en chercher du côté des particuliers, sauf il faut trouver de l'argent, il faut peut-être faire des économies. Sauf les ultra riches. Mais il faut peut-être faire des économies, en fait. Voilà. Simplement, je pense qu'on a des économies à faire. Il y a un millefeuille administratif en France. Il y a un nombre de fonctionnaires par habitant qui est... Je lisais hier, j'entendais hier qu'en Allemagne, tu as 60 fonctionnaires pour 1000 habitants. En France, c'est 90. Ils sont plus nombreux que nous, les Allemands. Ils sont 80 millions, 90 millions. Bon, peut-être quelque chose à faire aussi sur ça. Et je pense qu'il y a des économies à faire partout. Là, on a parlé un peu de hausse de fiscalité, ce que Barnier annonce, pour 30%, mais on parle aussi du reste, 70% de baisse dans les dépenses publiques. Tu vois. Et peut-être l'enjeu, il est là. Il faut avoir le courage, à un moment, peut-être, de ne pas renouveler des postes de fonctionnaires. Je ne parle pas des infirmières, des policiers, ce genre de choses. Mais effectivement, dans les bureaux, l'administration... tout le monde est d'accord avec ça. Bon, là, on digresse un peu. Personne ne le fait. Voilà, mais tout le monde est d'accord avec le fait qu'il faut faire des économies. Mais quand tu regardes... Bon, OK, est-ce qu'on fait des économies sur la sécurité, la police? Non. Ah bah non. Est-ce qu'on fait des économies sur nos enfants et l'enseignement? Ah bah non. Est-ce qu'on fait des économies sur la justice? Ah bah non. On peut pas. Est-ce qu'on fait des économies sur la santé? Ah bah non. Eh ben, est-ce qu'on fait des économies sur le militaire? Ah bah non. Et en fait, il faut doubler mais après, là, tu oublies, il y a plein de conseils régionaux. Il y a beaucoup de gens dans les administrations. Il y a d'autres gens. Mais c'est énorme. Hein. C'est assez important, ce type de dépenses-là, de dépenses publiques. Il y a peut-être des aides que tu peux couper pour certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, etc. Bon, après, je crois que... de toute façon, c'est pas... C'est un débat, c'est plus un débat d'idées. Mais c'est vrai que je m'inquiète en tant qu'investisseur, et donc avec tous les investisseurs immobiliers qui nous écoutent, du fait de stigmatiser systématiquement le propriétaire, qu'il soit propriétaire tout court ou propriétaire bailleur, ça dépend comme étant une potentielle manne de ressources pour l'État. Delphine, ça dépend qui est aux manettes, en fait. Il y en a qui stigmatiseront le propriétaire bailleur, il y en a d'autres qui ne vont pas le stigmatiser. Donc ça, les choses, elles bougent dans le temps. Il se trouve qu'on est tombé sur un président qui n'aimait pas l'immobilier. C'est comme ça pour différentes raisons. Demain, je ne sais pas, mais je pense qu'on n'empêchera pas les gens, pour préparer leur retraite, d'acheter de l'immobilier, parce qu'à un moment aussi, il faut les financer, la retraite. C'est énorme, le coût de la retraite, etc. Donc, à un moment, s'ils peuvent avoir la possibilité d'améliorer leur retraite en investissant, etc., on ne va pas les en priver. Voilà. Et de toute façon, il y aura toujours de la place pour l'achat du privé. Et donc, du coup, je pense qu'on va continuer, revenir et ressoutenir ça, parce que ça a fonctionné pendant des décennies. Mine de rien, ça marche, ça construit du logement. Je pense qu'aujourd'hui, tu as des millions de personnes qui vivent ou qui sont propriétaires ou locataires d'un logement qui a été en partie acheté par quelqu'un qui souhaitait faire de l'économie d'impôt, de la défisc. On a corrigé le tir, et donc moi je pense que c'est un système qui est plutôt vertueux, parce que quand tu regardes derrière les recettes, quand engrange l'État sur la longue durée par rapport au cadeau fiscal qu'il fait, il est gagnant dans la longue durée. Et à un moment, être visionnaire pour ton pays, pour ton entreprise, c'est aussi voir loin, et c'est voir dans la longue durée. Et la politique, c'est le temps long aussi, quand même, malgré tout. Et donc, effectivement, moi, ce que je pense, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Et tu vois, quand bien même ils ne remplaceraient pas le Pinel, ou ils ne le renouvelleraient pas d'un an ou deux, tu peux être sûr que ça reviendra. Ils vont se dire, mais quelle bêtise on a fait. Et à chaque fois, ça a été le cas. Quand si le fondage, je serais curieuse de voir, ils vont peut-être se dire, allez, on se laisse un an pour voir ce que ça donne. Et puis un an pour se dire, putain, mince, c'est la catastrophe, en fait. Et en fait, il n'y a pas assez de logements. Et donc, alors là, on va faire un super truc, le méga boost, comme il y a eu le cellier, première mouture, où là, c'était quand même indécent, parce que tu avais quasiment 30% du montant du bien en économie d'impôt. C'était fou. Voilà. Est-ce qu'on a oublié quelque chose sur sur les annonces gouvernementales, en tous les cas, sur ce qui se dit là aujourd'hui? Non. Et je pense qu'on a couvert tous les sujets d'actualité. Merci, Aymeric. Merci, Delphine. Donc, si on veut te retrouver, toi ou tes équipes, papillonpatrimoine.fr. FR, voilà. Tout à fait. papillonpatrimoine.fr. Vous allez sur le site, vous faites une demande, et les équipes vous trouvent. Voilà, les équipes recontactent. En fonction du besoin, vous travaillez dans toute la France, peu importe, avec 150 promoteurs, comme tu l'as dit, pour aider à identifier un projet neuf et surtout monter les dossiers de financement d'aide, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs.
On a dit qu'on allait refaire un épisode. On va faire un épisode sur tous les dispositifs. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que c'est sur des sujets comme ça, c'est pas mal de se faire accompagner. Et ben, merci d'avoir à nouveau répondu présent à mon invitation. Et puis du coup, à mon avis, on va se revoir très bientôt. Merci Delphine. Salut, Aymeric. Je te dis à très bientôt.